Bonsoir à tous et bienvenue à ce 18e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la Montminou à la Coupe. Également, je tiens à vous inviter à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux puisque le site alacoupe.ca est présent maintenant aussi sur Instagram, en plus d'avoir déjà été présent sur Twitter, sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook. Bref, on est partout. Et notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses à lacoupe.ca ont fait un travail magistral pour couvrir la date limite des transactions. Alors, c'est à ne pas manquer puisque, on a aussi des petites questions à nos abonnés qui passent sur nos différents réseaux sociaux. Entre autres, on peut toujours vous demander qui est votre joueur préféré. Est-ce que vous avez une prédiction pour un match ou quoi que ce soit comme ça? Alors, je vous invite à la coupe sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, YouTube, Spotify. C'est pas dur à retenir. À la coupe, c'est partout. Aujourd'hui, on va parler bien entendu de la course, disons, aux séries éliminatoires, parce qu'au lendemain de la date limite des transactions, les équipes ont joué pour la plupart leur dernière carte en prévision de la course aux séries éliminatoires. Mais on va parler aussi d'un sujet qui va interpeller notre chroniqueur d'aujourd'hui, puisque notre collaborateur d'aujourd'hui, vous le savez, est passionné par la LHJMQ et ils ont fait les nouvelles récemment. Alors, on va y aller avec P.O. Normand qui est avec nous ce soir. P.O., comment ça va? Salut Yves, content de te voir. Bien content de t'avoir, mon cher ami. Et puis, ça l'a brassé au niveau de la LHJMQ. Mais avant qu'on aille là-dedans, on peut-tu se parler d'un gars que j'affectionne tellement? Là? Oh, oui. Écoute, Anthony DeAngelo a retenu l'attention à sa façon à lui également. Donc, lors d'un match contre le Lightning de Tampa Bay, on ne peut pas passer la séquence là, parce que droit d'auteur et tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un arrêt de jeu. Il y avait des joueurs qui étaient devant Vasilevski. Là, dans le fond, le Lightning veulent repousser les joueurs des Flyers. DeAngelo, il s'en va dans le coin, il revient par en avant, puis un coup direct dans le jackstrap de Corey Perry. Résultat, 5 joueurs du Lightning de Tampa Bay sur DeAngelo, ils tombent à terre. Et là, après l'incident, après le match, DeAngelo aurait mentionné comme quoi « Je ne voulais pas viser ça, je n'ai pas voulu aller si loin, j'y ai proposé de se battre plus tôt dans la game et il a refusé de se battre. » Je te laisse t'exprimer le coup d'un chenol de DeAngelo. Monsieur DeAngelo, comment dire? C'est un gars qui, de par je dirais, son caractère, le numéro qu'il représente, c'est quelqu'un là comme ça qui, justement, ça prend tout le temps un méchant, je dirais, à travers là, tous les bonnes histoires. Puis on dirait qu'il occupe très bien ce rôle-là parce que, honnêtement, ce genre de coup de jaune, là, écoute, je sais qu'on va en parler un peu plus tard, là, mais il y a fut une époque où justement, il y aurait peut-être un redresseur de tort, je vais utiliser un terme un peu plus francisé, qui aurait été le voir puis aurait réglé son compte assez rapidement. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle Ligue nationale, on est peut-être rendu justement avec quelque chose d'autre. Puis surtout faire ça, un gars comme Corey Perry, ça a comme pas de bon sens, là, un vétéran établi dans la Ligue. Écoute, Monsieur DeAngelo, être lui, je repenserai 2 minutes, puis j'espère que la Ligue nationale plutôt va peut-être sévir envers lui parce que c'est le genre de geste là, qui aurait pu blesser gravement Corey Perry. Là, au moment de l'enregistrement, on n'a pas encore le verdict, si verdict il y a eu concernant cet incident-là. Ouais. Mais quand même, je te dirais qu'il a choisi son client. Parce que dans ce cas, Corey Perry, c'est un gars qui a une grande gueule, il cherche le trouble. Puis... Mais est-ce que tu as remarqué, en fait, je t'ai envoyé la séquence, est-ce que tu as remarqué 5 gars du Lightning sur DeAngelo? Personne des Flyers qui vient aider DeAngelo. Le leadership de Corey Perry transparaît au travers de ça. Et DeAngelo, il n'y a même pas de leadership au sein de la chambre.
Ah, mais écoute, c'est pas le genre de choses qui me surprend, là. Du côté du Lightning, on a une organisation qui se tient, puis sur la séquence, on voit d'ores et déjà Pat Maroon se jeter sur lui. Ensuite, Corey Perry essaie de se faufiler, puis il est pas capable parce que il y a 4 autres gars qui sont en train d'essayer de prendre un morceau de D'Angelo sur la glace. Puis tu as raison que les joueurs des Flyers, tout ce qu'ils font, c'est essayer de retenir puis de voir qu'est-ce qui se passe. Mais au final, je pense que ça démontre bien comment que D'Angelo est apprécié dans le vestiaire des Flyers, puis comment est-ce que Perry, malgré son âge avancé, comment que c'est quelqu'un qui est vénérable et qui est apprécié de ses coéquipiers. Une chose même que je peux te rajouter, c'est que interviewé après le match, John Tortorella a mentionné « Ah, moi, j'ai pas eu le temps de voir la séquence, mais les gars dans le locker room m'ont dit que c'était évident. » Fait que tu vois qu'il n'y a même pas de soutien au sein de son propre vestiaire. Ça en est écœurant. Là, entre toi et moi, là, on est peut-être des fans de hockey de la vieille école, mais on a le goût de voir quelqu'un qui met une petite taloche à la gueule à D'Angelo. Ben écoute, quelqu'un qui va peut-être faire une job là, un peu d'aller le ramener à l'ordre, d'y passer quelques paroles, puis que justement, là, si ça fonctionne pas, jeter les gants, puis peut-être prouver justement là, que c'est le genre d'action qui est pas permis dans la Ligue nationale ou qui est peut-être une règle non écrite, parce qu'on le sait, là, on entend souvent parler des règles non écrites à travers la Ligue. Disons qu'il y a quelqu'un comme un Nicolas Deslauriers de notre époque, ou fut une époque où on avait des Georges Larac et tout ça. Je me rappelle très bien que ce genre de joueur-là aurait peut-être pas fait ça à l'époque, parce que si je peux faire un comparatif, Sean Avery fut une époque qui était détestable, mais Sean Avery a dû jeter les gants plus qu'à son tour, parce que justement, les gens venaient régler le compte. C'est un fait. Puis tu vois, là, un point qui va m'inquiéter, même si on n'aime pas D'Angelo, c'est le fait qu'il se ramasse avec 5 gars sur la tête. Là. Fait que si tu avais un gars qui drop les gants contre lui, il y aurait eu un seul gars sur la tête. Il n'y en aurait pas eu 5. Fait que pour moi, je trouve que ça reste encore une façon qu'on peut régler les torts comme rapidement, limite plus sécuritaire. Ben, écoute, c'est sûr que ça a son ratio de risque, puisque des coups à la tête, bon, ça peut apporter, sauf que un coup vicieux comme ça, écoutez, là, on voit tous l'endroit qui a visé, là. C'est pas chic, là. Donc, première des choses, il aurait pu blesser gravement Corey Perry. C'est ce qui dans mon cas, me choque un peu plus. Puis deux, sans parler d'un furieux combat ou de gestes pour blesser délibérément Tony D'Angelo, quelqu'un qui est justement un peu plus un redresseur de tort, qui vient un peu te parler, de dire hey, slack un peu, sinon moi aussi je suis capable, là. Sans vouloir dire qu'on va y faire ce genre de coup-là. Là. Peut-être que autre époque, autre mœurs, là, mais je me rappelle très bien des gars comme Georges Larac, André Roy et tout le tralala. Je pense qu'il était capable d'amener le respect sur la glace pour ça. Là. Ouais, 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, un gars comme D'Angelo aurait peut-être pensé à 2 fois avant d'avoir à faire face à un Georges Larac, exemple. Là. Tout à fait. Il sait qu'il va le ramasser. Et c'est ce qui va nous amener à notre premier sujet, un sujet que toi, tu es peut-être beaucoup plus informé que moi. Ouais. La Ligue junior majeure du Québec a pris la décision de mettre fin aux batailles au niveau de toute la Ligue. Parle-moi un petit peu de cette nouvelle-là qui est tombée tout récemment. Écoute, nouvelle qui est tombée un peu cette semaine là, dans un peu le cyclone, la tornade, je ne sais plus quel phénomène météorologique utilisé suite à la démission du commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau. On sait d'ores et déjà que c'est M. Mario Cecchini qui était président des Alouettes de Montréal qui deviendra commissaire de la Ligue junior majeure du Québec. Qui va être un peu annoncé. Puis un peu à l'entourant toute cette grosse nouvelle-là, on a aussi annoncé que, by the way, les bagarres allaient être chose du passé. Bon, si tu veux mon humble opinion, on voyait déjà la tangente s'enligner vers ça, Yves. Les dernières années, à travers la Ligue, on a commencé à imposer de plus en plus de grosses sanctions pour les bagarres.
Souvent, on me permettait, je crois que c'était rendu à 3 bagarres maximum. Ensuite, s'en suivait des suspensions. On en liait de plus en plus ça. Du côté de la Ligue junior majeure du Québec, est-ce qu'on a cédé à des pressions sociales ou des pressions peut-être, certains diront gouvernementales? Je crois que oui. Comme j'ai dit tantôt, autre époque, autre mœurs, ça je peux être d'accord. On veut beaucoup protéger les jeunes parce qu'il faut savoir que la Ligue junior majeure du Québec, c'est des joueurs de 16 à 20 ans. Mais bon, il y a une autre partie de moi qui tient à dire, en tant que gars qui connaît beaucoup l'histoire du hockey. Le premier match organisé de hockey s'est terminé en bagarre. Donc, vous donnez un peu une historique de comment ça se passe. Ça fait partie de l'ADN. Non, c'est ça, exactement. Ça a tout être un sport, on a toujours dit un sport viril. Mais bon, c'est un peu ce qui s'en vient avec la Légion majeure du Québec. Donc, la prémisse, un peu, on en aboutit à ça. Donc, le départ de Gilles Courteau, l'arrivée de Mario Cicchini, et on annonce aussi la fin des bagarres. Mais du côté de la Légion majeure du Québec, on avait un peu préparé le terrain au cours des dernières années. Puis là, moi, j'ai entendu à la radio sur BPM Sport qui mentionnait qu'il était probablement aux alentours de comme un combat par ish, là, 10 à 14 matchs. Là. Donc, on s'entend que le ratio, il n'était pas élevé. Il n'y avait pas tant de batailles que ça. Non, du tout, Yves, tu as tout à fait raison. Là. C'était quelque chose qui était vraiment en voie de disparition. On permettait encore les choses pour régler, mais c'était vraiment chose rare. Lorsqu'il y avait une bagarre, c'était un peu comme un éclipse lunaire ou solaire. Ça passait une fois de temps en temps. OK, c'était pas très commun, mettons. Non. On comprend le point, on comprend le point. Et j'entendais aussi à la radio, on mentionnait que souvent les personnes comme moi qui n'ont jamais joué au hockey ou qui n'ont pas joué dans la Ligue junior majeure du Québec, on voit l'idée qu'un 16 ans se bat contre un 20 ans, on trouve ça tellement dramatique. Mais si je me ramène à ce que Martin Lemay disait, puis Dominique Ducharme, c'est que les 16 ans qui se battent contre des 18-19 ans, c'est parce que le 16 ans le veut vraiment, parce que les 18-19 ans ne cherchent pas à se battre contre les 16 ans. En gros, c'est ce que j'en ai compris. Non, exact. Puis toi puis moi, on a eu la chance d'avoir un gars comme Sean Element sur le show il y a quelques semaines. Qui, lui, il voulait. Sean était le genre de client qui était prêt à se prendre contre n'importe qui. Maintenant, si on a à se rapporter par rapport aux joueurs de 16, 17, 18, 19 ans, tu as tout à fait raison. Chacun des alignements connaît l'autre équipe qu'ils vont affronter. Donc, sans dire nécessairement qu'il y a des joueurs, on va pas se battre contre. Ben, les plus vieux savent nécessairement qui sont les nouveaux arrivants à travers la Ligue, qui sont les joueurs qui ne sont peut-être pas aptes à se battre ou qui sont tout simplement des jeunes joueurs recrues. Ça se passait le mot, puis c'est sûr qu'au hockey, toucher une recrue, c'est quelque chose qui se fait pas vraiment. Donc maintenant, comme tu dis, un 16 ans qui va aborder un joueur de 18-19 ans pour se battre, c'est chose rare. On en a connu un tous les deux. D'ailleurs, dans l'opinion. L'épisode est maintenant disponible là, sur Spotify ainsi que sur YouTube. Un épisode qui était magique avec le joueur Sean Element qui avait joué avec le Dracard de Bécomo. Il nous a parlé, entre autres, qu'il avait parlé littéralement dans les médias qu'il voulait se pogner, lui. Non, Sean Element est un train, là, honnêtement, là, pour avoir côtoyé pendant 2 ans, presque même 3 ans. C'est un train. Il est très bien fait durant son passage ici à Bécomo. Mais c'est un style de joueur qui, justement, là, de par ses coups d'épaule, de par de la manière qu'il jouait, pouvait attirer ce genre de choses-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, puis dans la grogne populaire, c'est surtout de voir des mineurs qui se battent avec des majeurs. Bon, on le sait tous que dans la vie de tous les jours, Yves, il y a des gens qui, justement, là, les mineurs qui ont des actes quand même là, de se battre dans la vie de tous les jours, c'est quand même grave. Mais il faut dire une chose aussi, c'est qu'il existe des sports légiférés de combat à travers le Québec où il y a des mineurs qui participent, tels que la boxe, le judo et tous les arts martiaux. Et je crois que ça passe quand même bien dans la société. Maintenant,
moi, ce que je remarque, c'est que depuis plusieurs mois, la Ligue junior majeure du Québec se fait casser du sucre sur le dos, Yves. On remet beaucoup de points en question. Je le sais, on a entendu parler des initiations. Maintenant, c'est les bagarres. On veut réformer quelque chose on devrait laisser les jeunes jouer, première des choses. Je pense que les dirigeants qui sont en place se penchaient déjà sur plusieurs améliorations. Durant les 5 ans que j'ai été dans la Ligue junior majeure du Québec, j'ai vu beaucoup de changements déjà, et j'imagine pas aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, on ne fera pas un sujet là-dessus, là, mais les initiations, j'ai écouté André Tourigny qui avait passé en entrevue. Lui, il disait que quand il avait été, je pense que c'était à Rouyn-Noranda, je ne fais pas erreur, lui avait annulé ça. Les initiations, ça ne se faisait plus sur son règne. Puis Dominique Ducharme, lui, il disait que ça faisait un bout de temps que la Ligue refusait les fait que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais en fait, je ne sais même pas. Je sais qu'il y a eu des incidents plus récents, mais je ne suis pas hyper au courant du dossier. Écoute, finir en disant que même moi aussi, je peux porter ma voix au dossier. J'ai été chez le Drakkar de 2014 à 2019 et le directeur général qui était là à l'époque, M. Steve Ahern, avait interdit ce genre d'action-là. Okay. Le seul rituel d'initiation que les joueurs avaient, c'est de faire un karaoké. Chose qui est très, très plaisante. Même moi, je voulais y participer, tu sais, donner une idée, là. Donc, c'est des genres de choses que, justement, c'était plus très monnaie courante, là. Non, je comprends. Puis en même temps, l'organisation n'a pas contrôle sur 100% du comportement des gars. Bref. OK. Puis mettons, là, on va mettre ça de côté. On va retourner avec les bagarres dans la LHJMQ. Toi, tu as connu un joueur qui s'appelle Boko Imama aussi, qui était un monstre. Là. C'est un homme qui est très, très, très fort et qui n'a pas peur de. Est-ce que tu penses que, tu sais, l'argument principal, ils vont dire, les gars, c'est rare qu'ils passent de junior direct à LNH où la bagarre est permise. Donc, ils passent par la Ligue américaine où c'est permis, ils peuvent se faire. Mais, tu sais, comme là, Boko Imama, lui, c'était dans son style de jeu, non? Ben, Bokonji Imama, quand il a commencé son passage junior, oui, c'était son style de jeu. Un joueur d'énergie, puis qui laissait beaucoup tomber les gants. Durant ces années à Bécamo, il était vraiment étiqueté comme un poids lourd à travers la Ligue junior majeure du Québec, qui, justement, était un redresseur de tort. Par contre, là, ce qui est arrivé à Saint John, on a vu un peu en lui d'autres qualités, puis ça l'a amené jusqu'à 20 ans, parce qu'il a marqué plusieurs buts à travers la Ligue junior majeure du Québec. Maintenant, ça m'amène à me transposer dans la Ligue américaine. C'est sûr que, on le sait tous, c'est un goulot d'étranglement, Yves, donc beaucoup de joueurs pour peu de place, donc certains doivent occuper certains rôles un peu ingrats. Du côté de Bokonji, ben, c'est pas quelque chose qui fait peur, être un joueur d'énergie qui amène justement, doit défendre. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est sur un moule, justement, d'être un attaquant d'énergie et de puissance. Il pourrait faire sa place dans la Ligue nationale. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, le 8 mars, il a été rappelé par les Coyotes de l'Arizona pour aller jouer quelques matchs. Oui. Puis ce n'est pas pour ses points nécessairement qu'il est rappelé, mais bien parce que son style de jeu physique imposant, avec une bonne présence, lui permet là, de s'en aller chez les Coyotes. Puis pour fermer là, sur Boko, là, moi je me rappelle beaucoup plus de son premier but que sa première bataille. Et je sais que j'ai vu sa première bataille, mais je ne m'en rappelle pas tant. Mais son premier but, ses parents étaient dans les estrades, l'expression du jeune, puis écoute, c'était un moment qui était un très, très beau moment. Et la question pour fermer là, par rapport à la bataille à la JMQ, est-ce que tu penses, ben en fait, je suis pas mal sûr que oui, ça va avoir un impact sur les autres ligues de la CHL, puis éventuellement, ça va être interdit partout? Écoute, c'est clair que présentement, ça risque de faire effet boule de neige. La USHL, la NCAA, les deux circuits américains qui sont comparables aux juniors l'interdisaient déjà. Au hockey international, on l'interdit déjà. Maintenant, avec seulement la OHL et la WHL qui vont le permettre, c'est clair qu'on va devoir se poser des questions, puisque on le sait, c'est chose commune que les trois ligues font front commun ensemble. Maintenant, est-ce que ça va se faire dès cette année, l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans? Je peux pas répondre à ta question parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pression subie sur la Ligue junior majeure du Québec n'était pas la même que l'Ontario et les clubs de l'Ouest reçoivent.
Faut dire aussi que la particularité là, du côté de la Légion majeure du Québec, c'est qu'on a les Maritimes et le Québec. Et je peux te jurer que du côté des Maritimes, là, pour avoir parlé à quelques contacts et quelques amis, du côté des Maritimes, ça faisait pas le bonheur qu'on enlève les bagarres, mais bon, on doit se plier aussi à la Ligue et aux exigences de celle-ci. Puis là, mais quand tu arrives à la Coupe Mémoriale, c'est légal? Ben, écoute, présentement, c'est un peu savoir aussi la zone grise que tu viens d'amener. Qu'est-ce qu'on va faire à la Coupe Mémoriale? Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des rencontres interligues? Parce que ça se peut. On l'a vu cette année, les Olympiques de Gatineau affronter justement les 67 d'Ottawa. La Ligue Jean Major du Québec et les autres ligues vont devoir se pencher là-dessus. Oui, c'est un fait parce que là, ça va devenir. Comment on appelle ça, un monstre dans le placard? Ou en tout cas, c'est ouais, ça va être un squelette dans le placard qu'on va devoir régler, mais bon. Disons qu'au courant des dernières années, la Ligue géant majeure du Québec nous avait préparé à ce genre de choses. Maintenant, c'est peut-être on tire le plaster, on tire tout ça, et ça fait réagir certains, peut-être, qui suivaient plus ou moins la Ligue, mais toute personne qui suit ça de près voyait les choses arriver, là. OK, parfait. Maintenant, on va y aller avec, on est à cette date-là, on a passé la date limite des transactions, on rentre dans une course aux séries qui est un peu folle et bien entendu, certaines équipes qui, on va pas dire on tank, on va dire que d'un point de vue organisationnel, on va peut-être vers le tanking. Il y a des équipes qui se sont sorties complètement, mais il y en a d'autres qui décident d'y aller all-in et on va se le dire, c'est beaucoup plus intéressant dans l'Est que ce l'est dans l'Ouest. Maintenant, là, tu rentres dans la course aux séries. Je pense que la première équipe qu'on doit parler, c'est les Rangers de New York. 2 grosses acquisitions, Tarasenko en plus de Patrick Kane. C'est une organisation qui essaie de... Tyler Mott aussi qui amène son style de jeu. C'est une organisation qui essaie d'y aller all-in pour la Coupe. Et pourtant, je dirais que pour le peu que j'ai vu dans les derniers matchs, c'est pas nécessairement l'équipe qui me met le plus en confiance. Écoute, Yves, les Rangers de New York n'auront pas un boulevard ou une autoroute facile s'ils veulent se rendre en finale de la Coupe Stanley. Il y a eu beaucoup de grosses acquisitions dans leur conférence, dans leur division. Et présentement, on a sacrifié beaucoup. Pour cette année, on n'a pas le choix avant la 3e ronde, ce qui peut faire mal à l'organisation qui se disait en reconstruction. Maintenant, grosse acquisition, comme tu l'as dit, Tarasenko et Patrick Kane. Dans le cas de Patrick Kane, on va se le dire, le prix payé est très correct, surtout que c'est lui qui avait identifié vouloir aller là-bas. Exact. Moi, j'ai beaucoup de questions de points d'interrogation présentement. Shesterkin, le gardien de but, Igor Shesterkin ne joue pas à la hauteur des attentes, on va se dire la vérité. Yaroslav Halak est un gardien de but vieillissant. Est-ce qu'ils vont être capables d'arriver avec un duo en série, un duo de gardiens de but qui va être capable de remplir la commande? J'ai des doutes. Et maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, au courant des derniers matchs, on semble se chercher. Est-ce que les acquisitions vont bien s'intégrer à travers le club? Je le souhaite parce que justement, les séries à travers la Ligue, ça arrive très bientôt. Puis présentement, il faut se présenter à chaque match. Puis une chose que j'ai écouté, en fait, je l'ai lu, c'est Gérard Galland qui mentionnait concernant réunir Panarin et Patrick Kane. Il dit il essaye de faire trop fancy en zone neutre, il crée trop de revirements. Patrick Kane veut faire bonne impression, puis ça peut même jouer contre lui si on essaye d'en faire trop, je pense. Fait que l'équipe, honnêtement, des fois, quand tu as déjà une bonne formule, pourquoi pas garder la bonne formule que tu avais déjà? C'est des gros morceaux qu'on a ajoutés qui peuvent influencer le vibe de l'équipe. Tout à fait. Écoute, une acquisition doit être un supplément à ton équipe. Ne doit pas être nécessairement quelque chose qui vient changer les plans. Dans le cas de Tarasenko, écoute, ça semble être pas si pire, mais comme tu dis, du côté de Kane, on veut peut-être trop en mettre de la moutarde chou pour impressionner la galerie. Les prochaines parties vont vraiment dicter comment on va aligner ça du côté des Rangers de New York. Présentement, on est 3e dans la métropolitaine. On est dans les séries présentement, avec 63 parties de jouer, donc moins de 20 parties à jouer dans la saison. Mais ça pourrait vraiment changer de cap. Présentement, là, c'est choses là, justement qu'il ne faudrait pas aligner plusieurs défaites de suite parce que ça pourrait coûter justement cette fameuse place dans les séries.
En effet, et on va passer d'une troisième dans la division à une autre troisième dans la division, cette fois-ci dans l'Atlantique, où au moment de tourner, son troisième dans la division. On parle ici du Lightning de Tampa Bay. Puis du côté de Tampa Bay, on n'a pas fait de grands changements. On a été chercher, excusez, Turner Janot, et c'est ça. Et on a même été d'audace en coupant le banc avec des gros noms, genre Stamkos qui n'a pas fini le match, là, Kucherov non plus. Hey, qu'est-ce qui se passe? Écoute, le prix payé pour Tyler Janot est extrêmement cher. Cette année, le Lightning de Tampa Bay, bon, Julien Brisebois va probablement faire sortir des as de sa manche, mais on n'a pas de choix avant la 6e ronde. C'est un peu surprenant, mais avec un peu ce qui est arrivé au cours des derniers matchs, il y a un aspect de respect aussi que John Cooper doit avoir envers ses joueurs. Kucherov, Stamkos et tous ceux qui ont laissé sur le banc, bien beau vouloir passer un message, mais lorsque tu as des vétérans comme ça qui t'ont remporté 2 Coupes Stanley, écoute, c'est un peu plus spécial. Est-ce que le message passe encore dans la chambre avec John Cooper? Je le souhaite. Je pense que c'est un excellent entraîneur-chef. Mais couper son banc de cette manière, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est des joueurs qui sont des joueurs d'impact dans ton organisation. Malgré qu'il peut toujours jouer la game de je veux les protéger. C'est des gars qui sont fragiles ou blessés aussi. En tout cas. Oui, il y a une stratégie comme ça, mais bon. En mettre 3 justement de côté, t'en mets un, OK, mais tu mets 3. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Moi aussi. J'étais surpris de cette décision-là. Par la suite, on va y aller avec une des équipes repêchées, les Islanders de New York. Du côté de New York, on a fait une très grosse acquisition, à mon sens, l'addition de Bo Horvat. C'est une équipe qui était déjà bien, qui était déjà unifiée. On s'améliore un peu. Je pense qu'on peut espérer rester dans le wildcard. En fait, je le souhaite parce que tu as parlé de Bo Horvat, mais cette année, ils ont un joueur qui est, à mon avis, mérite d'être souligné, et c'est leur gardien de but. Justement, Ilya Sorokin, qui est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale au moment où on se parle. C'est un club, justement, que peut-être que le bon vieux Lou Lamoriello décide d'essayer de causer la surprise. Et alors, comme tu l'as dit qu'on se parle, ils ont la place du 4e as. On ne sait jamais. Il faut dire que c'est serré du côté de l'Est. Là, les Penguins de Pittsburgh leur chauffent les fesses, mais c'est une organisation qui mériterait de rentrer en série. Puis je crois qu'avec leur bon gardien de but, pourrait en surprendre plus d'un. Ça, en effet, tu as raison. Il y a une saison en ce moment qui est exceptionnelle du côté du Sorokin. Pour revenir vite avec Bo Horvat, c'est qu'on parle quand même de 8 points en 13 matchs. Je pense qu'il a réussi son entrée avec sa nouvelle organisation. Oui. Puis c'est une équipe qui, justement, a déjà une bonne défensive, un gardien de but qui est en feu. On peut espérer rester dans le wildcard. Ensuite de ça, nos bons vieux Penguins de Pittsburgh, c'est peut-être un petit peu plus difficile du côté de Pittsburgh. On a fait 2 acquisitions, Kulikov et Nick Bonino. En tout cas, 2 acquisitions que je pense dignes de mention. C'est une équipe qui en arrache un peu. Est-ce qu'elle pourrait glisser hors des séries, selon toi? Présentement, écoute, deuxième pour le 4e as. Ce qui arrive avec les Penguins de Pittsburgh, ça s'en vient le champ du cygne pour plusieurs. Écoute, on a ramené le bon vieux Nick Bonino qui était là lors de la dernière conquête de la Coupe Stanley. On essaie d'aller chercher quelques ajouts, quelques défenseurs, mais l'acquisition de Kulikov, écoute, c'est le genre d'acquisition que on en a parlé lors du spécial des transactions. Ça m'a surpris. Certains joueurs défenseurs méritent amplement plus leur place. Écoute, présentement, à ce stade-ci de la saison, ça vient shaker un peu les choses, mais est-ce que ça peut cacher certains problèmes de santé? On sait que Christopher Letang, écoute, il y a eu quelques problèmes cette année. On voulait peut-être aller chercher de la profondeur à une position à la défensive. Il y a un certain Marc Benjamin qui a déjà dit on n'a jamais assez de défenseurs. Mais bon, tu sais, présentement, Christopher Letang, Jeff Petrie,
c'est pas. Oui, ça peut paraître comme étant les deux pierres angulaires à la défensive, mais ils n'ont pas la saison. Non plus, là, tout est peut-être escompté. Là. Puis je te dirais aussi que généralement, en séries éliminatoires, on est plus ou moins confiant avec Tristan Jarry. Fait que je suis comme pas 100% confiant avec le dernier stretch, mettons, d'une équipe qu'on pourrait peut-être voir en dehors des séries pour la première fois depuis très longtemps. Là. Ça serait. C'est la fin d'un ère au final. Ben écoute, il y a deux organisations, puis on pourra en discuter un peu plus tard de l'autre, mais les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington arrivent à la fin de 2 ères très importantes. Sidney Crosby, quand même, on le sait, se fait vieillissant. Evgeny Malkin et Christopher Letang encore plus. Est-ce que les acquisitions étaient pour un peu contenter certaines choses? Peut-être, mais sans dire que c'est le champ du signe, et les meilleures années des Penguins de Pittsburgh sont derrière eux sous l'ère Sidney Crosby. Je suis assez d'accord avec toi aussi là-dessus. Ensuite de ça, on va y aller avec une organisation qui a fait absolument rien à la date limite des transactions. Je parle ici des Panthers de la Floride qui, on va se le dire, quand ils ont fait l'acquisition de Matthew Tkachuk, c'était une équipe qui était une des meilleures en saison régulière la saison d'avant. C'est un peu décevant la saison qu'on connaît du côté des Panthers. Comment mal gérer les attentes, devrais-je dire? Prenez les Panthers de la Floride et mettez-les comme ça. Oui, il y a beaucoup de blessures, dont le jeune gardien prometteur Spencer Knight. Mais je regarde présentement leur banque de repêchage pour les 2 prochaines années. On a vidé ça. Ouais. On fait des transactions bizarres. Écoute, je ne saurais quoi dire que... J'ai plus de mots. Ils m'enlèvent eux-mêmes les mots de la bouche. Spencer Knight est présentement sur le programme d'assistance des joueurs de la Ligue nationale. Exact. Il y a des choses, tu sais, je veux pas mentionner que certains joueurs n'ont peut-être pas leur place, mais Eric Stahl et Mark Stahl, les deux frères Stahl qui sont respectivement à 38 et 36 ans, qui obtiennent tous les deux leur place sur l'équipe. Ah, tout à fait. Ça démontre le manque de profondeur de l'organisation, ou plutôt, devrais-je dire, comment on a mal géré la chose, parce que présentement, on n'a même pas d'espace sur le plafond. Non. Donc, Puis l'avenir n'est pas tant chaîne non plus du côté de la Floride. Puis tu vois, moi, là, on y va, la théorie du complot. Je me fais plaisir là-dessus, mais ça fait longtemps que je mentionnais que si Québec voulait avoir une équipe, ce sera un déménagement parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une équipe d'expansion. Et une équipe comme la Floride, si c'est géré tout croche longtemps, pas d'avenir, ça pourrait être intéressant. Ce serait dans l'Atlantique, simple à déménager, non? Ben, il y a tout le temps des probabilités. Écoute, Yves, on a vu aujourd'hui, il y a certains autres journaux ou médias sportifs qui ont mentionné justement là, certaines villes américaines telles que Houston, Atlanta, Kansas City, qui pourraient damer le pion à Québec. Par expansion, je tiens à préciser les deux que tu m'as mentionné, c'est l'expansion. Puis Québécois avait dit qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une équipe d'expansion. Exactement. Et on a vu au cours des dernières années, les Jets de Winnipeg sont apparus parce qu'on a sauvé les fesses des propriétaires des Thrashers d'Atlanta. On est venu l'installer à Winnipeg. Maintenant, Québec, on a un aréna Ligue nationale, on a une foule style Ligue nationale. Qu'est-ce qu'on attend? Je pense que il y a des possibilités, si tu veux mon humble avis, mais la fenêtre d'opportunité commence à se fermer parce que la base partisane va finir par s'écœurer carrément. Puis la Ligue nationale, ben, c'est triste, mais ils vont perdre des bons partisans parce que dans le coin de Québec et les environs, parce que ça ne sera pas juste les gens de Québec qui vont y aller. C'est les gens des environs, et même moi, en tant que fier nord-côtier, aller voir quelques parties à Québec, la Ligue nationale, je ne serais pas gêné. Donc, mais là, voilà. Dans l'immédiat, en tant que fan du Canadien, on peut se réjouir quand même de leur calvaire parce que plus bas qu'ils vont finir, meilleur va être notre choix de première ronde. Wouhou! Et voilà, et voilà. Par la suite, on va y aller avec une organisation qui a bougé cette fois-ci. On parle des sénateurs d'Ottawa. C'est sûr que je vais y aller peut-être un petit peu
parce que c'était pas la date limite pile, c'était un peu avant, mais l'acquisition d'un défenseur élite comme Jacob Chikrin a été tout un ajout du côté d'Ottawa. Une organisation qui était sur un bon vibe dernièrement. Là. Comment on y file? Les Sénateurs d'Ottawa, Yves, c'est une bonne jeune équipe. Au début de l'année, on a peut-être eu une tuile sur la tête, justement, lorsque... Ouais, exact. Lorsque Josh Norris, on a reçu le diagnostic qu'il allait s'absenter pour l'année. Mais honnêtement, je regarde ce club-là, très beau jeune club. Bien sûr, on a ajouté un Claude Giroux qui est un leader incroyable dans ce club-là, mais regarde qu'est-ce qui a été fait au repêchage. L'arrivée d'un Alex DeBrincat qui est tout feu, tout flamme. On avait des besoins. On est allé chercher quelques gardiens de but. Là, on le sait présentement, c'est peut-être un point chancelant pour l'organisation. Mais l'arrivée d'un Jacob Chikrin de l'Arizona, toute une acquisition, si tu veux mon avis. Puis, lorsqu'on regarde le noyau, Yves, là, il concorde bien dans le noyau de joueurs. 24 ans, les jeunes défenseurs, lui, Thomas Chabot, c'est 24, 26 ans. On a des jeunes tels que Brandstrom, Sanderson, début vingtaine. Donc, les prochaines années à la défense pour les Sénateurs vont être très intéressantes. Puis, il y a un point que j'aimerais discuter un peu avec toi rapidement, c'est le fait que Pierre Dorion avait parlé avec Claude Giroux, puis il avait dit « Je vais nous amener quelque chose pour nous aider. » Cette connexion-là qui existe entre le DG et la Chambre, je trouve ça magique. Ben, tout à fait. Puis ça montre un peu la transparence, comment Pierre Dorion, puis c'est pas pour rien que c'est un homme très respecté à travers la Ligue nationale, Pierre Dorion. Il travaille avec ses vétérans, puis on sait qu'un Claude Giroux, écoute, c'est pas un pied de céleri, là. C'est pas un joueur qui, justement, c'était le capitaine ultime des Flyers de Philadelphie des dernières années. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain respect. Puis je pense que Pierre Dorion le consulte. Ça démontre un peu comment on travaille du côté des Sénateurs d'Ottawa. Et là, malheureusement, moi, c'est de l'ombre que j'ai vu dans le paysage de Ottawa, mais une dégelée contre les Hawks de Chicago. Le match était horrible à voir. Cette équipe-là, ça ne sera pas facile, le chemin jusqu'aux séries éliminatoires, mais c'est possible. Ben, c'est chose possible, mais on doit mettre ça en deuxième vitesse, Yves. On doit passer en deuxième vitesse. D'après moi aussi, il n'y a plus de temps à perdre. Non, guys. Ensuite de ça, on va y aller avec les Sabres de Buffalo, une organisation pour laquelle j'ai eu très peu d'affection dans les 15-20 dernières années, mais qu'en ce moment, ils s'améliorent, puis je suis capable de le reconnaître. L'organisation a fait l'acquisition de Jordan Greenway. On a rajouté un gars qui est capable de shaker à la cage. Est-ce qu'on a assez de caractère du côté de Buffalo pour être capable de pousser jusqu'en série? Ben, je vais être honnête avec toi, je pense pas que ça va se passer cette année. Par contre, il y a une chose que je tiens à souligner, c'est que les Sabres de Buffalo s'en viennent une puissance dans la ligue. Leur noyau de jeunes joueurs, Dallin Cousins, ensuite de ça, Peyton Krebs, Jason Peterka, sans oublier les deux bons jeunes défenseurs, Rasmus Dallin et Owen Power. C'est wow. Les quelques années, là, ça va être toute une organisation. Faut lever notre chapeau envers le directeur général, justement, là, Kevin Adams, qui a bien travaillé. L'ajout de Greenway, comme tu dis, ça va shaker la cage. Par contre, je ne crois pas qu'ils feront les séries cette année, mais ils ont fini dans la cave tellement souvent au courant des dernières années que c'est pas quelque chose. Donc, si justement ils cognent à la porte des séries, c'est déjà une grande amélioration. Puis, je ne suis même pas stressé qu'au courant des prochaines années, ils feront part à la danse du printemps. Je suis 100% d'accord avec toi. D'après moi aussi, c'est pas une équipe qui, pour le moment, je ne crois pas que c'est une équipe qui va participer aux séries. Ce qui va nous amener avec les derniers, les Capitals de Washington, qui sont dans la course du côté de l'Est, mais ils sont les négligés. C'est rough du côté de Washington. On a fait l'addition quand même de Rasmus Sandin, défenseur des Maple Leafs de Toronto. C'est intéressant, mais on a laissé partir d'autres choses aussi. Fait que je suis comme pas certain. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va du côté de Washington. Je suis mi-figue, mi-raisin avec les Capitals, Yves.
Notre leader incontesté, Alexander Ovechkin, s'en vient vieux. On a sacrifié quelques bons outils, mais rien à dire. Je regarde leur banque de choix, elle demeure intéressante. Mais on va devoir commencer à penser à l'avenir très, très bientôt du côté de cette organisation-là. Ouais. On est allé chercher un bon gardien de but avec Darcy Kumper cet été. Là, on est allé chercher un bon jeune défenseur avec Rasmus Sadin qui a 23 ans. On devrait le souligner. Mais est-ce qu'on est en train de faire comme le Canadien de Montréal pour essayer de faire un retool pour essayer justement de donner une dernière chance à Alexander Ovechkin? Je ne sais pas. Mais honnêtement... Mais tu sais, moi, le point d'interrogation que j'ai, c'est deux défenseurs d'expérience qui ont laissé partir quand même. C'est Orlov, puis je pense Gustafsson, le deuxième. Ouais. Si tu veux faire les séries, tu gardes tes joueurs d'expérience. Bon, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait des situations contractuelles un peu là, qui s'en venaient de leur côté. Bon, mais les Bruins, ouais, on a obtenu quand même des choix là, intéressants, deuxième, troisième ronde. C'est là que je te dis que je suis méfiant avec mes raisins, Yves, parce que je me demande justement comment est-ce qu'on va aligner justement les prochaines manœuvres. Est-ce que justement on veut entourer Alexander Ovechkin pour un dernier push? Est-ce qu'on veut garder l'organisation à flot pour essayer justement d'amener des revenus? C'est là que j'ai beaucoup de questions présentement, puis je comprends qu'on veut que Ovechkin batte le record de Wayne Gretzky, ça je le comprends parfaitement, mais il se fait plus jeune, le capitaine Ovi, là, il n'y en a pas encore pour 5 ans. Il faut dire qu'il y a quand même 37 ans, c'est plus jeune. Donc les prochaines... Peut-être qu'on veut faire les choses en douceur, mais comme tu dis, il y a des transactions qui sont... faut se poser des questions. Est-ce que Rasmus Sadin complétait vraiment un besoin ou est-ce qu'on est en train justement de préparer le plan d'avenir? Parce que la moyenne d'âge dans ce club-là, écoute, là, si je regarde au niveau juste des attaquants, c'est 30 ans la moyenne d'âge. Donc, c'est une organisation qui s'en vient quand même bien. Puis c'est ça que moi, Washington me donnait plus l'impression de regarder l'année prochaine que de regarder les playoffs cette année. Ça, c'est l'impression que ça m'a donné. Du côté de l'Ouest, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais quand même, là, on a des équipes qui sont dans la course aux séries en ce moment. Tu sais, moi, je vois Edmonton, Calgary sont ish. Là, ils peinent à rentrer dans la course aux séries. Du côté d'Edmonton, on a fait des ajouts que je qualifie de très intéressants. Nick Bjugstad, que moi, j'ai eu la chance de voir renaître avec les Coyotes. Mathias Ekholm, qui est un défenseur que j'estime énormément. On a rajouté des éléments qui, je crois, peuvent permettre aux Oilers de vraiment être confortables en série. On va commencer à être inquiétant au niveau des Oilers d'Edmonton le jour où on va être capable d'aligner une bonne défensive. Maintenant, on le sait, c'est une force à l'attaque. Draisaitl, McDavid, c'est même pas de question à se poser. Par contre, l'arrivée de Ekholm, ça comble un besoin, mais moi, je m'attendais à pas mal plus de la part des Oilers d'Edmonton si on veut faire un long passage dans les séries éliminatoires. Avec l'alignement de défenseurs qu'on a présentement, je suis vraiment sur ma fin. Je ne crois pas que c'est Brett Kulak et Cody Ceci qui vont t'amener jusqu'en finale de la Coupe. Oui, on a Oui, Daniel Nurse est habillé, mais malheureusement, Daniel Nurse et Mathias Ekholm, ce n'est pas toute l'équipe et ils ne peuvent pas jouer 60 minutes sur la glace. Non, ça c'est sûr. Donc, ça m'amène à dire, lorsque je regarde un peu la profondeur à la défensive, j'ai beaucoup de questions. On manque un peu d'expérience de ce côté-là. On a 2 jeunes défenseurs, même 3 jeunes défenseurs avec Broberg, Bouchard et Vincent Desharnais. C'est quand même surprenant. Par contre, point positif, c'est qu'on sait qu'un Stuart Skinner dans les buts commence à avoir de l'émergence.
Et ben, je l'ai dit tout à l'heure, l'attaque du côté des Oilers d'Edmonton, c'est même pas un stress pour moi. Non, ça, c'est indéniable. Une organisation qu'on n'avait peut-être pas prévu qu'elle serait dans la course aux séries. On s'attendait à ce qu'elle soit bien confortable. C'est l'Avalanche du Colorado. Du côté du Colorado, on a décidé de faire des moves qui, à mes yeux, apparaissent des moves de séries éliminatoires. L'addition d'un défenseur d'expérience en Jack Johnson et l'harceleur qu'on connaît comme un joueur de séries éliminatoires. On peut en rire, mais il est bon en série. Ben oui, ben oui. Non, mais en série, il est bon. Du côté du Colorado, est-ce que, en tout cas, de mémoire, il me semble que Landeskog a patiner là, pas long. Peut-être oui. que les retours vont se faire. Est-ce que les retours se font pour les séries? Est-ce que du côté. Moi, je vais revirer la chose en posant la question. Est-ce que du côté de l'Avalanche, on n'est pas en train de jouer la vieille méthode Lightning de Tampa Bay? Ah, on attend de commencer les séries, puis après ça, on monte le cap? Exact. Est-ce qu'on n'est pas justement là-dessus? Parce que Landeskog, justement, est sur la liste des blessés à long terme. Ouais. À suivre. Eric Johnson, présentement, est sur la liste des blessés. Darren Helm, avec l'âge qu'il a, je pense pas que c'est improbable, mais Eric Johnson et Landeskog sont quand même des joueurs d'impact. Mm-hmm. Justement, c'est ce que je soumets comme question. Est-ce qu'on va pas jouer la carte Lightning de Tampa Bay? Peut-être. À ce moment-là, l'Avalanche, un courant dans la série éliminatoire, va être une menace plus qu'importante. On se dit qu'elle s'en va dans l'Est, la Coupe, mais si l'Avalanche revient avec tous ses joueurs en forme, là, ça va être toute une équipe à suivre, ça, du côté de l'Ouest. Ensuite de ça, on va y aller rapidement là, parce que, bon, on a fait quelques acquisitions intéressantes du côté de Nashville. Je ne pense pas nécessairement que c'est l'équipe qui va être la plus suivie par nos abonnés. On va y aller peut-être avec les Flames de Calgary, qui est une équipe canadienne. L'addition d'un Nick Ritchie, c'est un gros bonhomme. Même chose, lui, il est né avec les Coyotes. C'est un gars qui est capable de shaker. C'est pas vraiment une grosse addition. Je me pose des questions. Les Flames de Calgary, Darryl Sutter, on n'est pas du tout à la position où on s'attendait quand on a fait l'acquisition du Berdo et de Weegar. Donc là, les Flames, on va-tu réussir à pousser jusqu'en série? Ben, si tu veux, mon humble avis, c'est pas l'arrivée de Nick Ritchie qui va faire la différence, mais bien l'ajout d'un Québécois qui s'appelle Jacob Pelletier. Oui, c'est vrai, il vient de monter, lui, c'est vrai. Oui, exact. Et présentement, joue du très bon hockey. Il est du côté de l'équipe présentement. C'est sûr que cet été, on a ajouté un gars comme Nazim Kadri. À suivre. Moi, je pense que Jacob Pelletier, avec sa fougue, la jeunesse, est en train de peut-être mettre un peu de baume sur la saison de misère que Jonathan Huberdeau connaît. Ouais, mais j'ai foi que s'ils pouvaient causer une surprise et peut-être, parce que là, présentement, ils sont troisième pour ce qui est du carré d'as. Donc, est-ce qu'ils vont rentrer à titre de quatrième as? C'est à surveiller. Mais c'est très serré encore une fois. Edmonton est à 78 points, Winnipeg à 75, Calgary à 71. Le vent peut virer de bord rapidement dans cette conférence-là, surtout qu'on sait que cette année, l'Ouest est un peu moins fort que l'Est. Puis j'aimerais conclure le tout là, avec l'Ouest, avec les Jets de Winnipeg. Actuellement, ils sont en séries éliminatoires au moment de tournée. Ils sont troisième de leur division. Les Jets de Winnipeg, on a fait des acquisitions qui sont intéressantes pour, je dirais, la profondeur avec Namestnikov, avec Ryder. C'est une organisation qui a changé son style de leadership là, avec le nouveau coach que son nom m'échappe. C'est-tu Eakin? C'est ça? Leur nouveau entraîneur, c'est Rick Bowness. Rick Bowness, qui était anciennement avec les Stars. Exactement. Donc, lui, il a changé un peu la dynamique dans cette équipe-là. Puis là, écoute, Pierre-Luc Dubois connaît une saison exceptionnelle. Kyle Connor, il est aussi bon qu'on pense. Joshua, c'est en tout cas Josh Morrissey. Je ne sais pas si c'est Joshua. Josh Morrissey qui est quasiment en nomination pour le Norris. Les Jets sont une option intéressante pour les équipes canadiennes, selon moi, pour aller loin en série cette année. Ben, écoute, c'est une équipe qui est bien bâtie, ont des bons joueurs à l'attaque, une bonne défensive et surtout un gardien de but comme Connor Hellebuck. Donc, c'est à surveiller. Je pensais qu'on allait bouger plus que ça à la date limite des transactions, mais fort de dire que les Jets de Winnipeg, ça pourrait être quelque chose qui pourrait surprendre en série, rentrer comme quatrième as, pourrait justement causer plus d'une surprise. Puis, honnêtement, je ne serais pas déçu de voir ça aller.
Non, moi non plus. Puis je pense qu'ils ont des chances. Je suis pas mal convaincu que dans les équipes canadiennes dans l'Ouest, ils font peut-être partie de ceux qui ont plus de chances. Alors, on clore le sujet par rapport à ça. Et là, on y va maintenant avec une petite dose patate. Yes. La dose à patate! Bonsoir, mon chum. Comment ça va? Bonsoir, les mecs. Ça va super la forme. On est français aujourd'hui. Ouais, ça coule bien, on dirait. Alors, c'était la fameuse date des échanges vendredi passé. Ça, c'est comme écouter une game de football. Hein? C'est peu d'action et beaucoup de temps mort. Ah, oui, ça a été long. Un marathon. C'est pas mêlant. Des fois, j'avais tendance à aller écouter la chaîne de la météo et je vous jure qu'il y avait beaucoup plus d'action. Ouch. Oui, en effet. Écoutez, même la plus grosse échange cette année était la plus ennuyante de l'histoire. Patrick Kane échangé aux Rangers. Écoutez bien, ça fait 1 an qu'on savait que Patrick Kane s'en allait chez les Rangers de New York. Il n'y avait aucune surprise là-dedans. Non. Et pour clore le tout, les Rangers de New York n'ont presque rien donné pour Patrick Kane. Ils ont laissé aller une carte cadeau chez Renault, le rénovateur, pour les Blackhawks de Chicago. Qui, eux, les Blackhawks de Chicago, dans la plus grande transaction de cette année, bien sûr, on entend parler des Coyotes de Phoenix dans cette transaction. Les fameux Coyotes de Phoenix, hein? Il faut toujours qu'on entende parler. Les meilleurs joueurs passent par là. Et voilà. Et saviez-vous que les Blackhawks de Chicago ont pris la carte cadeau du Renault, le rénovateur des Rangers, et ils lui ont donné aux Coyotes de Phoenix pour qu'eux, ils puissent se financer et changer quelques 2 par 4 dans le vestiaire des Coyotes de Phoenix. Peut-être enfin se construire un aréna. On en a besoin, man. On en a besoin. Okay. Rendu là pour la première transaction, c'est les Coyotes de Phoenix qui ont tout volé le show. Ils ont acquis Shea Weber et en plus de Patrick Kane, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez, Patrick Kane n'est pas resté longtemps chez les Coyotes. Étant donné que pour jouer pour les Coyotes, il faut 2 critères importants. Avoir un très gros contrat et être blessé pour le restant de sa vie. Et avoir un petit contrat et être pourri. Voilà les critères. Et c'est pourquoi Patrick Kane n'est pas resté pour les Coyotes de Phoenix. Vous voyez? Il était trop en forme. Et voilà. Et je m'attendais bien que Carey Price aussi allait se retrouver chez les Coyotes de Phoenix pendant la période d'échange. Hein? Bon, il devra, par malheur pour lui-même, rester à Montréal. Mais tant mieux pour le FC Montréal, il pourra aller encourager l'Impact, n'est-ce pas? L'Impact de Montréal, vous savez, eux autres sont très spéciaux. Tout d'abord, commençons. Eux, l'Impact de Montréal, leur première game de l'année est le 25 février. Vous savez, 25 février et soccer, ça ne fit pas trop dans la même France. Ils vont faire OK. Le FC Montréal, avec lui, tu as le droit d'avoir 2 matchs d'inauguration, n'est-ce pas? Oui. Le 18 mars, c'est la première game de l'Impact du FC Montréal à Montréal. Le 18 mars. Yeah, on va aller les encourager. Seulement que c'est au Stade olympique. Le Stade olympique. Voyons donc, c'est quoi ça? Personne ne veut aller au Stade olympique, Yves. Voyons donc. Okay. Aucun spectateur aime aller au Stade olympique. Les joueurs du FC Montréal détestent aller jouer sur la surface du Stade olympique. Ouais, il n'y a seulement que les journalistes qui tripent à aller là pour les hot dogs gratuits, des bons hot dogs du Stade olympique. Et c'est gratuit pour vous. Alors, bon. Oui, ils sont très bien réputés. Alors, un coup que la partie inaugurale est terminée au Stade olympique, nous avons la chance d'avoir une deuxième partie inaugurale le 15 avril au Stade Saputo, enfin! Et là, c'est à ce moment-là, le 15 avril, que tu comprends que la saison du soccer est commencée. Mais l'Impact joue déjà depuis le 25 février. Alors, tu comprends déjà que je comprends. Lorsque le soccer commence, tu sais déjà si l'Impact a une mauvaise ou une bonne saison. Oui, c'est vrai.
En plus, on a entendu parler que M. Saputo voulait changer de stade aujourd'hui. Ah ouais? Oui, étant donné que le stade Saputo n'appartient pas à M. Saputo. Alors, il voudrait financer un nouveau stade pour que M. Saputo ait un nom à son stade Saputo qui appartient à Saputo. Wow. C'est très facile à comprendre. Oui. 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 Alors, vous savez, l'Impact est très habitué avec le changement. Le changement de logo, I guess. Le changement de logo, le changement de coach, le changement de nom, le changement de joueur. Mais le vrai changement qu'on attend tous, c'est le changement de propriétaire. Alors, je vais finir avec hier, j'écoutais la game des Canadiens Hurricanes. Okay. Première observation, le comportement des coachs des Hurricanes. Rod Brindamour. Vous savez, Rod Brindamour, il a un merveilleux nom. Rod, quand ton nom de famille s'appelle Brindamour, tu n'as pas besoin d'avoir un prénom très compliqué. Alors, d'où là vient son nom, Rod. Rod. Il y a beaucoup de R. Rod Brindamour. Beaucoup de R. C'est ce qui fait que dans son nom, on retrouve d'amour. Mais j'ai remarqué que dans son nom verbal, il n'y avait pas beaucoup d'amour avec sa gomme. Ouais. Alors, lorsque le but a été refusé pour les Hurricanes, son chiquement de gomme était très dur. C'était pas compliqué. Il chiquait tellement fort que je croyais qu'il allait s'envoler. Il chiquait tellement fort, on dirait qu'il y avait une roche dans la gueule. Oh. Il chiquait tellement fort que je me disais, bordel, il va être plus fatigué qu'un joueur d'hockey qui patine à la fin de la game. Ah, ça ressemble à Martin Saint-Louis, ça. Et lorsque le but a été refusé, il y avait un combat avec Martin Saint-Louis aussi, qui lui-même chiquait sa gomme. En confiance. Il savait très bien que le but allait être refusé. Et lorsque le but a été refusé, M. Brindamour, lui, il s'est très fâché. Il mangeait sa gomme. Et lui, Martin Saint-Louis, de son côté, il était comme ça. Parce que les joueurs de hockey étaient debout. Il était assis les gars! Je vois rien quand vous levez! Je vois rien! À chaque fois que vous levez, je vois jamais rien! Assis! Oh, pauvre petit Martin. Alors, la fin de la soirée s'est terminée avec un merveilleux tir de pénalité de monsieur, notre préféré, Kotkaniemi. Lui, il ne s'est pas cassé la tête. Vous savez, tous les joueurs, ils accélèrent, ralentissent, triple feinte, quadruple feinte, ralentissent, et voilà le but, tranquillement, la rondelle va rentrer. Lui, il ne s'est pas compliqué la tête. À 100 km en ligne droite vers le gardien de but, un coup d'hockey sur la glace, bang! Après ça, il a shoté direct dans la corniche. Et merci, bonsoir. Il a terminé la soirée en héros. Ah, motadine de kéké. Elle est bonne, mon chum. Ben écoute, merci beaucoup, mon cher, pour ta dose patate. Il y avait beaucoup d'espoir. Allez, lâchez pas. Merci, patate. Bonne soirée, patate. Allez, ciao. All right. Eh bien, écoute, c'est ça qui clôt notre show, mon cher ami. Je te dis un très, très grand merci d'avoir été là. Puis ça a été un plaisir de parler, entre autres, de la LHJMQ puis aussi de la course aux séries. On souhaite que les sénateurs réussissent à pousser. On souhaite de tout cœur que les sénateurs de notre ami Phil Sands puissent rentrer en série. Ça nous ferait quelque chose à regarder cet hiver et ce printemps plutôt. Puis, c'est tout le temps le fun du hockey de toute manière. 100% d'accord avec toi. Fait que sur ce, PO, je te souhaite une excellente fin de soirée, puis on se revoit très prochainement. Pour vous à la maison, je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible en rediffusion, probablement en fin de semaine, sur notre Spotify à la coupe. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.